Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, nous aurons la critique de Botanicula, un des 6 consacré à Deadlands, la rubrique des smartphones et tablettes, auto, et on démarre avec les news. Hello, Battle Chess fans. I have some exciting news to share with you. Il y a quelque temps, nous avions consacré un Retro & Magic à la série Battle Chess. Eh bien, un remake 3D de ce classique du jeu vidéo d'échecs a fait son apparition sur Kickstarter. L'humour, l'esprit et l'ambiance colorée de l'original sont respectés, mais le projet ne déchaîne pour l'instant pas les foules. Atteindra-t-il son objectif de 100 000 $ ou bien les développeurs se trouveront-ils en situation d'échec et mat? Réponse début juin. Voici maintenant le trailer de lancement de Starhawk, le successeur de Warhawk sorti il y a quelques années sur PS3. Pour rappel, la principale feature de ce third-person shooter se situe au niveau de son système de construction de bâtiments qui vous permet de poser des structures à la volée. En plus d'une dimension multijoueur qui se rapproche de Warhawk, Starhawk bénéficie pour le coup d'une campagne solo complète dans laquelle vous incarnez Emmett Graves, un franc-tireur retournant sur sa planète natale infestée de hors-la-loi. Une ambiance western science-fiction donc, que nous nous ferons un plaisir de critiquer lors d'un prochain 101%. Et on termine ces news en se faisant du mal avec l'annonce au Japon de l'édition All-in-One de Ni no Kuni sur PS3. On rappelle que ce magnifique RPG développé par les studios de Level 5 se fait maintenant attendre depuis plus d'1 an. Cette édition comprendra, comme son nom l'indique, tous les DLC sortis jusqu'à présent, mais aussi des créatures inédites ainsi qu'un nouveau mode de difficulté. On espère maintenant que la version européenne, prévue pour le début de l'année 2013, comprendra tous ces ajouts, comme cela a pu être le cas pour certains Final Fantasy par exemple. Dans un 101%, je disais que les graphismes de Rockstar n'étaient pas toujours essentiels pour apprécier un jeu. Et justement, Botanicula, dont on va voir la critique, illustre bien ce que je voulais dire. Sans grosse 3D ultra réaliste et hyper haute définition, Botanicula est beau car il propose une direction artistique bien menée. J'aime beaucoup l'univers, bien qu'il soit minimaliste. Créé en 2003, le petit studio indépendant tchèque Amanita Design s'est fait un nom avec la sortie du magnifique point-and-click Machinarium. Sorti en 2009 sur PC et Mac, détenteur d'un grand nombre de prix dont celui de l'excellence visuelle à l'IGF 2009, ce jeu d'aventure récemment adapté sur iPad nous propulsait dans un univers peuplé de robots muets très sympathiques dans des décors crayonnés. Plutôt que de développer une suite à Machinarium, Amanita Design sort aujourd'hui un nouveau titre, tout aussi original, qui abandonne le cadre industriel de leur précédente production pour un contexte plus arboricole. Le studio tchèque n'est pas seulement un développeur de jeux, mais un véritable collectif d'artistes travaillant sur de nombreux projets, comme des clips, des sites internet ou encore des illustrations. Botanicula a ainsi été designé, animé et créé par Jaromir Placi, un artiste indé spécialisé dans l'animation. Il a d'ailleurs conçu des animes additionnels pour Machinarium, mais également un sculpteur et un dessinateur. Du coup, le jeu met en scène son univers, comme on peut le voir avec cette bande dessinée de son cru, rappelant clairement le design des personnages de Botanicula. Mais le titre d'Amanita Design n'est pas seulement une grosse baffe visuelle. La bande sonore du jeu contribue énormément à la magie enfantine qu'il dégage. Celle-ci a été composée par le groupe tchèque DVA, que l'on peut voir ici jouer en live à la Galerie Nationale de Prague où Botanicula fut présenté. DVA s'est chargé de tout l'aspect sonore du jeu, des musiques au bruitage, en passant par les chuchotements et autres réactions des personnages qui ne parlent pas, mais s'expriment néanmoins à leur façon. Dernière petite précision, à sa sortie, Botanicula a été mis en vente via un Humble Bundle, c'est-à-dire que l'on pouvait acheter le jeu en versant la somme de son choix que l'on répartissait ensuite librement entre le développeur, Humble Bundle pour le coût de la bande passante, et une association caritative, ici Worldland Trust. De quoi achever de rendre sympathique un jeu qui n'avait guère besoin de cette initiative pour attirer l'attention.
Dans Botanicula, on contrôle une troupe de 5 potes. Une brindille, un champignon, une plume moustique, une fleur close et une espèce de bourgeon lanterne, le héros de la troupe. C'est ce dernier qui se retrouve nez à nez avec la dernière graine de l'arbre géant qu'il abrite, lui et ses amis, ainsi que de nombreuses autres créatures. Leur arbre est en effet infesté par d'étranges parasites arachnéens qui ont dévoré ses graines et tentent désormais de mettre leurs petites pattes longélignes sur le bourgeon lanterne et sa team qui protège la dernière graine. Leur aventure les amènera à croiser tout un tas de personnages au caractère design unique, étrange et curieusement attachant que l'on pourra d'ailleurs collectionner sous la forme de cartes. Comme dans Machinarium, les personnages ne parlent pas, mais s'expriment à travers des bulles animées. Botanicula est un jeu d'exploration-aventure point and click. Le joueur déplacera ainsi sur l'écran un curseur qui lui permet d'interagir avec certains éléments du décor et de faire franchir à son club des 5 miniatures les différents écrans de jeu. Pour passer d'un écran à un autre, il suffit de cliquer sur les flèches qui apparaissent en surimpression dans les coins. Si la troupe se contrôle d'un bloc, certaines énigmes nécessiteront de mettre à contribution un personnage en particulier, chacun possédant des caractéristiques propres. La plume moustique peut voler par exemple, mais s'avère bien trop légère pour soulever de lourds objets, tandis que la brindille peut s'étirer et s'étirer encore. Le champignon, lui, s'avère capable de faire rebondir des trucs sur sa tête. Et la fleur close est le tank du groupe, ultra costaud, mais pas agile pour un sou. Le cerveau de la bande étant incontestablement le bourgeon lanterne. La plupart du temps, votre objectif consistera à collecter un certain nombre d'items ou de personnages pour passer à la zone suivante. Tout est donc affaire d'exploration et de tâtonnement, le joueur cliquant sur tout ce qui semble être interactif pour déclencher une succession d'événements. Botanicula fourmille ainsi littéralement de mini-animations, certaines gratuites et d'autres liées à la résolution d'une énigme. Certains objets iront également se poser dans votre inventaire pour être utilisés plus tard. Ces objets ne peuvent être saisis à l'aide de la souris que dans l'écran où ils sont susceptibles d'être utilisés, ce qui facilite la tâche du joueur et lui épargne bien des clics inutiles. Enfin, certaines interactions nécessiteront de jouer avec la physique pour tendre un fil, faire courir un personnage ou agiter un poivrier. Lorsque ces interactions ne prennent pas la forme d'un minigame où l'adresse du joueur sera requise. Jouer à Botanicula revient à puiser à l'aide de sa souris dans une inépuisable source d'émerveillement. La direction artistique du jeu n'est ni kawaii, ni cartoon, ni quoi que ce soit. Elle échappe aux références pour affirmer une identité unique. Chaque action du joueur génère une réaction du jeu, un son, une animation, un script, pour finalement donner aux environnements une espèce de vie interne que l'on prend plaisir à perturber, comme un enfant découvrant sa première colonie de fourmis. Pour qualifier les créatures croisées, le mot qui convient le mieux est « bizarre », mais une bizarrerie attachante entre les gribouillis d'un enfant et les Shadok. Les couleurs employées dans le jeu sont également surprenantes, à l'image des sons et des chansons qui ponctuent l'aventure. Si celle-ci reprend certaines règles du genre point and click, elle le fait d'une manière plus abstraite, visant avant tout l'immersion. Les puzzles sont finalement anecdotiques, le plaisir provenant avant tout de leur découverte et non de leur résolution. Pas de tutoriel dans Botanicula, ce qui ne pose aucun problème, la logique interne du jeu et son interface étant d'une extrême limpidité. Relativement court, ce titre souffre parfois de contrôle hasardeux dans les minigames, mais rien de bien méchant. Botanicula est avant tout un trip zen, un livre pour enfants animé dont on feuillette les pages autant qu'on les agite, pour le simple plaisir de les voir grouiller d'une vie secrète. Condamner un jeu parce que ses graphismes sont dépassés, c'est déjà se priver de tous les jeux rétro. Combien de jeux, malgré leurs gros pixels, sont de pure tuerie. Et personne ne vous dira que la modélisation 3D des blocs d'un Tetris est très importante. Si on réfléchissait de la même manière avec les films, on pourrait condamner des films géniaux comme Retour vers le futur parce que ces effets spéciaux ont vieilli. Non, ce serait vraiment dommage. Sans plus tarder, on regarde un des 6. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Certains jeux obtiennent quasi instantanément un statut culte. Deadlands est de cela.
Mélangeant allègrement les westerns spaghetti, mystères de l'Ouest, savants fous, légendes indiennes avec une pincée de Cthulhu, Deadlands est de retour en français avec une édition Reloaded qui utilise le système de règles de Savage Worlds. Sors ton arme, Ombre. Deadlands dépeint un univers western, étrange et horrifique, le Weird West. La guerre de sécession s'est éternisée et le sang de beaucoup d'hommes a coulé, abreuvant la terre et réveillant des forces malfaisantes. En 1868, la terre trembla de Mexicali jusqu'à l'Oregon, transformant le paysage en un dédale de messas effondrés et de terres ravagées. Cette région fut désormais connue sous le nom de Grand Labyrinthe. C'est là que fut découverte la roche fantôme. Brûlant plus intensément et plus longtemps que le charbon, et dotée de propriétés chimiques mystérieuses, la roche fantôme enflamma l'imagination des inventeurs et charlatans de tout poil. La technologie fit un bond en avant, provoquant l'apparition de machines à vapeur et d'armes encore jamais vues. Les États confédérés furent les premiers à tenter d'exploiter cette puissance pour renverser le cours de la guerre. La boîte de Pandore était ouverte. En plus de la Confédération et de l'Union, l'Amérique continua de se morceler et l'on vit apparaître 4 nouvelles nations. La nation Sioux, la Confédération du Coyote, la République de Deseret et le Commonwealth de Californie. L'Ouest est devenu une terre bien étrange, amigo, et ça ne semble pas parti pour s'arranger. La roche fantôme continue d'être exploitée, donnant naissance à toujours plus de gadgets ou de machines infernales. Les Indiens font la danse des esprits dans les hautes plaines. Certains sont capables de manipuler des forces surnaturelles en jouant au poker avec les démons. Et partout les histoires fleurissent au sujet de créatures maléfiques ou de morts sorties de la terre. Tu vois, amigo, dans le Weird West, t'as pas intérêt à sortir sans ton sicko. Les joueurs sont des individus s'étant regroupés pour former un gang. Les personnages peuvent être pistoleros ou chamans, arnaqueurs ou hors-la-loi, savants fous ou hucksters, ces types capables d'utiliser des pouvoirs magiques obtenus en battant les esprits au poker. Qu'ils cherchent à pacifier l'Ouest ou au contraire à s'enrichir aux dépens d'autrui, ce sera aux joueurs et au marshal, le maître de jeu, d'en décider. Deadlands utilise tous les types de dés, des 6, des 8, des 10, des 12 et des 20. Mais son système de jeu nécessite également des jetons de poker et 2 sets de cartes à jouer complets, autant dire qu'il y aura une ambiance saloon autour de la table. Le système de jeu de Savage Worlds associe chaque attribut ou compétence à un dé particulier. Lorsque le joueur veut utiliser cette compétence, il lancera donc le dé correspondant. S'il obtient le score maximum, il pourra le relancer, on dit alors qu'il a obtenu un as. Au début de chaque partie, le marshal va également mettre des jetons de poker de différentes couleurs dans un pot. Chaque joueur va alors piocher 3 jetons sans regarder. Ces jetons seront des bonus que le joueur pourra utiliser en cours de partie, par exemple pour relancer un jet de dés. Le marshal va lui aussi piocher au hasard des jetons, un par joueur présent autour de la table, qu'il pourra utiliser pour corser les choses. Les cartes à jouer, quant à elles, sont utilisées pour déterminer l'initiative lorsque vient l'heure de faire parler la poudre. Ceux qui tirent un as jouent en premier, et ainsi de suite par ordre décroissant. Ceux qui tirent un joker jouent quand ils veulent. Deadlands est un univers assez barré et les jeux de rôle western ne sont pas si nombreux. On est donc très heureux d'assister à son retour en version française. Le système de jeu Savage Worlds donne au jeu un côté fun et dynamique, et l'utilisation de jetons et de cartes lui donne également un peu de couleur locale qui rajoute beaucoup à l'ambiance autour de la table. On apprécie également que l'édition française soit enrichie de quelques textes et informations supplémentaires afin de s'assurer que les joueurs ayant connu la première édition du jeu retrouvent leur marque dans cette version Reloaded. Bref, un jeu culte est de retour en ville, amigo, et les pieds tendres feraient mieux de déguerpir. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien. Mon jeu sur smartphone en ce moment, c'est Joe Something. Le principe est simple et tellement efficace qu'on se demande pourquoi il n'était pas sorti avant. C'est une sorte de Pictionary qu'on joue en duel et sans limitation de temps. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir son adversaire deviner le mot pendant que le dessin se crée. J'ai dû un peu laisser ce jeu de côté car j'avais tendance à vouloir faire un dessin avant d'aller dormir et au final j'en faisais des dizaines et je dormais un peu moins. Ski Safari est un clone de Jetpack Joyride développé par le studio australien Defiant Development situé à Brisbane.
On leur doit déjà un autre One Button Game, Rocket Bunnies, sorti sur les plateformes iOS et Android. Mais cette fois, on ne dirige ni un lapin astronaute, ni un type équipé d'un jetpack, mais un simple skieur. Délogé de sa cabine par les prémices d'une avalanche, il devra descendre à toute berzingue une série de montagnes juchées sur sa paire de skis, ou un pingouin, un yeti, une motoneige, voire accroché aux plumes d'un aigle. Chaque moyen de transport fonctionne comme une seconde chance puisqu'en cas de choc contre un rocher ou de mauvaise réception, il n'ira pas faire des tonneaux dans la neige pour se contenter de perdre son yeti ou sa motoneige. En revanche, s'il est sur ses skis, c'est le roulé-boulé assuré, l'exposant du même coup à l'avalanche qui ne cesse de gagner du terrain sur lui. Si celle-ci n'est pas trop proche, le joueur aura néanmoins l'opportunité de se redresser sur ses skis en tapotant très vite l'écran tactile. Bien sûr, si l'avalanche vous engloutit, c'est la fin immédiate de la partie. Il convient donc de gagner des boosts en réalisant des loopings, des réceptions parfaites et en enchaînant les véhicules. Le gameplay, lui, est on ne peut plus simple puisqu'il suffit de tapoter l'écran pour sauter et de maintenir son doigt appuyé afin d'exécuter une figure ou de rétablir l'équilibre de son skieur pour lui assurer une excellente réception après un saut. Comme dans Jetpack Joyride, il est possible de gagner des niveaux en accomplissant des mini-missions qui vous apporteront des étoiles. Ces mini-missions possèdent pour objectif la réalisation d'une figure spécifique, la récupération d'un certain nombre de pièces ou le fait de transporter un certain nombre d'animaux sur sa motoneige par exemple. Si la réalisation technique globale du jeu ne souffre guère de reproches, avec un scrolling fluide, des animations travaillées et de jolis graphismes enneigés, il souffre en revanche d'un sérieux manque de peaufinage. Les menus sont minimalistes, les options de customisation absentes, l'affichage des missions manque de pertinence et globalement, on ne sait jamais trop où l'on se situe par rapport à l'avalanche, ni la raison pour laquelle on échappe à une chute ou l'inverse. En fait, Ski Safari nous prouve que la réalisation d'un One Button Game, aussi réussi que Jetpack Joyride, ne doit rien au hasard, mais à une finition extrême du moindre détail. Sans être mauvais, Ski Safari n'accroche pas et s'avère très vite ennuyeux, les parties étant globalement trop longues et les options de jeu limitées ne favorisant guère sa rejouabilité. Pour le moment uniquement téléchargeable sur les plateformes iOS, pour moins d'€1, le jeu a néanmoins la décence de ne proposer aucune boutique in-game. Sorti en 2011 sur le XNA, la plateforme de téléchargement des jeux 100% indé de la Xbox 360, Don't Feed the Trolls, vient d'être adapté sur les plateformes Android, sur lesquelles il est téléchargeable gratuitement. Le jeu ayant été rejeté par Apple début mai, les joueurs iOS devront encore attendre un peu avant de pouvoir l'essayer. Développé par Frozax Games, qui dissimule en fait un seul développeur, le jeune français François Guibert, Don't Feed the Trolls vous propose de nourrir des ours et de baffer des trolls. Pour ce faire, il suffit de tapoter un ours pour le nourrir et de glisser son doigt sur un troll pour le gifler. Un One Button Game donc, reprenant le principe du tap-top façon Fruit Ninja ou Skylanders avec 4 modes de jeu distincts. Le classique, où vous avez 40 secondes pour obtenir 3 étoiles d'un niveau, le contre-la-montre, nécessitant de nourrir son ours aussi vite que possible et à deux mains, le Baf Party se focalisant sur l'humiliation de vagues de trolls apparaissant toujours plus vite, et enfin le mode 2 joueurs, où chaque joueur interagira sur une partie de l'écran. Mais si les modes classiques et contre-la-montre sont gratuits, moyennant les habituels bandeaux publicitaires, il faudra acquérir la version complète pour moins d'€1 afin de profiter des deux autres et se débarrasser des pubs. Et pour conclure cette rubrique, une bonne nouvelle. Le Monster Burner d'Ubisoft, sorti fin 2011 sur iPhone, iPod Touch et iPad, vient de passer freemium. Le jeu est donc gratuit, mais propose un système de paiement in-game permettant d'obtenir des pièces pour débloquer plus vite des sorts supplémentaires et autres bonus. Pour rappel, ce jeu se présente sous la forme d'un shoot 'em up tactile et tactique où l'on élimine des vagues de monstres à coups de boules de feu et autres sorts avant qu'ils n'atteignent le bas de l'écran pour vous faire perdre un cœur. L'idée étant de réaliser des combos en éliminant un max de monstres en un coup, tout en évitant de toucher les princesses qui traversent l'écran. La version iPad du jeu a également bénéficié d'une petite mise à jour offrant de nouveaux niveaux Gold Rush destinés à l'obtention de pièces, la jouabilité ayant également été optimisée. Dernier détail, une partie commencée sur iPhone peut être poursuivie sur iPad et terminée sur iPod Touch par exemple, Monster Burner supportant l'iCloud d'Apple. Je préfère considérer la qualité graphique comme un avantage, mais pas comme un attribut indispensable pour faire un bon jeu. C'est vrai qu'on a des machines toujours plus puissantes à exploiter, et quelque part, j'admire Nintendo qui arrive à s'en sortir avec des machines qui ne proposent pas forcément des graphismes de Rockstar. Et maintenant, c'est Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, je vais vous parler de notre stagiaire Emric. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la deuxième fois qu'il fait le cadre pour Otto, que c'est un très gentil stagiaire, très efficace dans son boulot et qui n'hésite pas à nous accompagner pour filmer en extérieur quand on a besoin de monde. Mais je ne vous dis pas ça que pour ça, c'est surtout aussi parce que c'est un fan de J-musique et de K-pop et que c'est cool d'avoir quelqu'un de plus au taf avec qui on peut parler de ces choses-là, parce que ça me manque un peu quand même, il faut le dire. Vous aurez les annonces de concert juste après le live report du concert de Trildan à Paris. Ah, mais quel hasard! C'est justement Emric qui m'a accompagné pour faire le cadre.
Le 2 avril dernier, au club à Paris, les fans de rock auront pu profiter de la performance live du groupe Trildan. C'est la 3e fois qu'ils viennent en France et le public va sûrement redemander une tournée après le concert explosif que Joan, Giva et Malou ont donné. Le groupe accompagnait cette nouvelle tournée européenne avec la sortie de leur album Hangyaku Seimei. タイトル通り、反逆生命もうそのまま言葉のままとなってます。今までの、私たちをよりもっとリアルに、した12曲となっておりまして、もちろん日本で、ずっとやっている曲も新たに、収録し直した曲もあります。いろんな12曲すべて違う顔となっておりますので、聴き応えのある1枚となっております。今回そのレコーディングもフランスでしたので、そのアンカマという、ところにザビエルがいまして、そのザビエルの、に声かけていただきまして、一緒に仕事をしようということで、今回気に入っていただいたので、そのフランスのアンカマで、レコーディングなどすべて、お世話になっておりますので、先に、フランスでヨーロッパでのリリースとなりました。アンカマの近くの、ね、ちょっとおしゃれな建物を借りて中で撮影しました。はい、時間が決まってて何時までって決まったんですけど、それをちょっと過ぎそうになった時に多分その上の階に住んでいた住民がいて、その人たちがわーって降りてきちゃったんですよね。それでびっくりしました。普通のマンションのロビーの1階のロビーを使っての撮影だったので、音の制限がすごいあって、ですごいやりながらこうドラムがガッシャガッシャ鳴りながらで、自分たちの声が聞こえないとか、そういうベタにいっぱいその音の問題が結構あって、で時間がちょっと過ぎてしまって、そう住民がすごいいっぱい降りてきてああやばいやばいってなって、でもなんかすごいいいのが撮れて、で出来上がったものは私たち日本で見たんですけど、日本とその監督とのメールのやり取りですごい最終的にいいものができて、すごい満足してます。ライブハウスで、パリのライブハウスでやったんですけど、すごいこんなにもたくさんの人が来てくれるんだっていうぐらいちょっと感動してしまって、でたくさんの人に見てもらえることができたのと、で日本ってやっぱり環境が全然ライブハウスの環境も違うんですけど、なんかそういうのを超えたライブができてすごい楽しかったです。先ほども、話したんですけども、その反逆宣明が、ヨーロッパで先に、発売になったので、先行という形です。フランスでヨーロッパで先に、ツアーが始まって、その勢いと流れを全部日本にも持ち帰りたいなと思っておりまして、で、夏秋ぐらいかなにはリリース日本でもして、で同じように、日本でツアー回って、でファイナルを、来年の春ぐらいにできたらいいかなと思っております。3度目の、ヨーロッパということで、すごく楽しみにしてきました。で逆に楽しみにして待っててくれてる人がいるっていうことを知って本当に感激しています。
早いうちにですねどんどんこっちに来てライブをしたいので、今回のツアー実りのあるものにしたいと思います。アルバムもいいのができました。ぜひ聴いてください。ありがとうございます。On commence les concerts avec le groupe The Band Apart, dont le premier concert est ce soir à Paris au 104, où ils feront la première partie du groupe Gush. Le 11 mai, ce Trinitaire, même chose. Par contre, leur date du 12 au 5-7 est indiquée comme reportée sur le site officiel de la salle, et pas d'infos sur une prochaine date. Le 13 mai, ne ratez pas la super soirée 100% Genki à l'Espace B à Paris avec 3 groupes japonais, dont Otto qui fera partie de la fête. Ce sera aussi l'occasion pour certains de découvrir Nokies, Emila and the Geeks. Ça ne coûte que 8 € et ça commencera à 20h. La tournée européenne d'LMC débute demain avec la Russie. Ils auront encore 4 autres pays à visiter avant d'arriver jusqu'à nous. Mais le 20 et le 21, c'est notre tour. Le 20 mai, ça sera donc à Lyon au Ninkasi-Kao et le 21 mai à Paris dans la belle salle du Bataclan. Début juin, vous aurez rendez-vous avec le groupe de visu Screw. Ils seront tout d'abord le 2 juin à Nîmes pour la convention Japanime et le 9, ils seront sur la capitale pour un concert au Divan du Monde. On termine les concerts avec le groupe de rock féminin Gatchalik Spin. Elles sont extrêmement punchy et prêtes à vous faire bouger. Elles seront le 2 juin à la convention Japanime à Nîmes et croyez-moi, ça va décoiffer. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez le clip Arutail de Hata Motohiro, qui se trouve être le ending de l'anime Sakamichi no Apollon, donc un énorme tie-up en perspective. Vous aurez aussi Man with a Mission avec leur tout dernier clip Distance, toujours aussi bon, toujours aussi punchy. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte de les voir à Japan Expo. Un autre groupe qui sera à Japan Expo, c'est Daisy Stripper, et là vous allez pouvoir vous faire une idée de leur musique, car voici Kibo no Feijia qui débarque sur nos lives. Pour les fans de Vocaloid, que pensez-vous de Yowamushi no Momburan de Dekonina en featuring avec Gumi? Ouais, je pense que ça va vous plaire, mais on n'a pas que ça, on va vous faire encore plus plaisir. Vous pourrez aussi voter pour Tell Your World, chanté par Hatsune Miku et composé par Livetune. Vous l'avez vu dans le gym, et le voici qui arrive à l'antenne, c'est que du bonheur. Parce que voilà, moi ça me rend vraiment très heureuse, mais ce n'est pas fini. Parce que le groupe qui donne le sourire à tout le monde, c'est les T-Pistons Plus KMC, toujours aussi dur à prononcer d'ailleurs. Et là, ils vous saluent avec Ohayo Shining Day. Alors je sais pas comment dire, mais ça rend juste heureux quoi. On a aussi de quoi faire plaisir aux fans de Sentai avec Manguchu from Akuno Gundam Majimun. Très long et très compliqué à prononcer avec le titre Yume Miru Manguchu. Et donc cette fois le live est centré sur le personnage de Manguchu qui est très mignonne. Et enfin, l'un des derniers clips en date de May Jess, c'est un énorme coup de cœur pour moi, c'est I'm Proud. En fait, c'est une reprise d'une célèbre chanteuse des années 90 et donc qui cartonnait dans les années 90. Et vraiment, Le jeu vidéo, c'est un peu comme la cuisine. On peut très bien faire un repas de chef avec les restes du frigo, comme on peut faire un plat immangeable avec les produits les plus nobles. Il suffit de trouver la bonne recette. Et je vous dis à la prochaine.